Personne ne comprenait pourquoi cet enfant de 4 ans ne parlait plus. Après l'incendie, on avait conclu à un accident. Le dossier était presque refermé. Presque. Car chaque fois qu'un homme s'approchait d'elle, son corps se figeait. Chaque fois qu'on évoquait cette nuit-là, son regard se perdait ailleurs. Les adultes n'entendaient rien. Mais elle se souvenait de tout. Et le jour où un chien s'est assis près d'elle, dans une salle de justice froide et silencieuse, le silence a commencé à craquer. Ce qu'elle allait révéler ne changerait pas seulement une enquête. Cela allait bouleverser toute une vérité que personne ne voulait entendre. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. La petite fille ne parle plus. Depuis cette nuit-là, aucun son ne sort de sa bouche. Pas un mot, pas un cri, pas même un pleur. Elle est là, assise trop droite pour son âge, les mains serrées sur ses genoux, les yeux ouverts, mais absents, comme si une partie d'elle était restée enfermée ailleurs. 4 ans seulement, et déjà confrontée à ce que même les adultes peinent à supporter. Un incendie violent, soudain, qui a dévoré une maison entière en quelques minutes. 2 parents disparus dans les flammes, et un enfant retrouvé vivant, au milieu des cendres, couverte de suie, les yeux grands ouverts sur une réalité devenue incompréhensible. Les enquêteurs ont parlé d'un accident, un défaut technique, une malchance tragique, un drame parmi d'autres. Le dossier a été classé rapidement, trop rapidement, diront certains. Car malgré les rapports officiels, quelque chose ne colle pas. Une impression diffuse, un malaise que personne ne parvient à nommer. Dans les couloirs froids du tribunal, l'air semble plus lourd que partout ailleurs. Les murs sont propres, silencieux, presque indifférents. Ici, les émotions n'ont pas leur place. Pourtant, cette enfant silencieuse bouleverse tout sur son passage. Les adultes baissent la voix. Les regards se détournent. Personne n'ose vraiment la fixer trop longtemps. Les médecins parlent de traumatisme profond. Le mot est clinique, presque rassurant. Mais il ne dit rien de la peur qui se cache derrière ce silence. Rien de ce que l'enfant a vu. Rien de ce qu'elle a compris sans pouvoir l'exprimer. Car le silence d'un enfant n'est jamais vide. Il est plein d'images, de sensations, de souvenirs trop lourds pour être prononcés. Et plus les jours passent, plus une question obsède ceux qui l'entourent, même s'ils n'osent pas la formuler à voix haute. Si ce n'était pas un accident, alors qu'est-ce que cet enfant se tait encore de dire? Il se présente comme le seul adulte capable de la protéger désormais. La voix posée, les mots choisis avec soin. Aux yeux de l'administration, il est l'évidence même. Un proche parent, stable, disponible, prêt à assumer la responsabilité que la tragédie lui a imposée. On l'appelle le tuteur légal. Lui préfère dire qu'il est devenu père par devoir. Il s'assoit toujours près de l'enfant, un peu trop près. Sa main se pose sur son épaule avec une régularité qui se veut rassurante. Il sourit souvent, mais ses sourires arrivent en retard, comme s'ils étaient calculés. Quand on lui parle du drame, il baisse les yeux, inspire profondément, puis relève la tête avec une tristesse parfaitement maîtrisée. Il raconte la perte, la douleur, l'injustice du sort. Il parle d'avenir, de reconstruction, d'amour. Pourtant, derrière ce discours irréprochable, quelque chose grince, une impatience mal dissimulée, une nervosité qui surgit lorsqu'on évoque l'enquête. Ses doigts, tapotant la table, ses mâchoires se crispent. Puis il se reprend aussitôt. Personne ne l'accuse. Pas encore. Mais les chiffres circulent, silencieux eux aussi. Une assurance importante, des dettes anciennes, une situation financière qui, du jour au lendemain, s'est transformée. Officiellement, cela ne prouve rien. Dans les dossiers, tout est en ordre, trop en ordre.
Il répète qu'il veut tourner la page, que remuer le passé ne fera que blesser l'enfant davantage. Il insiste pour écourter certaines démarches, pour éviter les questions inutiles. Il dit vouloir la paix. Mais à chaque tentative de clôturer l'affaire, une résistance invisible se manifeste. Car l'enfant ne réagit pas de la même manière avec lui. Son corps se tend. Son regard se fige. Elle se recroqueville légèrement, sans bruit, sans plainte. Des détails infimes, presque imperceptibles, mais qui suffisent à éveiller le doute. Le dossier peut être classé. La procédure peut s'arrêter. Pourtant, quelque chose persiste. Une tension sourde, comme si la vérité refusait de rester enterrée. L'idée ne vient pas d'un miracle, ni d'une intuition soudaine. Elle naît d'un constat d'échec. Des semaines de tentatives, de méthodes, de voix douces et de silences prolongés. Rien n'a fonctionné. L'enfant reste muré derrière un mur invisible, que personne ne parvient à franchir. Alors quelqu'un propose une alternative, une approche rarement utilisée, presque expérimentale. Pas une question, pas un test, pas un adulte de plus penché sur elle. Un chien, spécialement formé pour accompagner les enfants brisés par le traumatisme, dans des lieux où les mots font peur et où les regards pèsent trop lourd. Lorsque l'animal entre dans la pièce, l'atmosphère change subtilement. Il n'y a pas d'annonce solennelle, pas de mise en scène. Juste une présence calme, posée, silencieuse. Le chien s'assoit à distance, sans insister, sans avancer. Il attend. Sa respiration est lente, régulière. Rien n'est exigé de l'enfant. Pendant de longues secondes, elle ne bouge pas. Puis, presque imperceptiblement, sa respiration se modifie. Ses épaules se relâchent d'1 millimètre. Ses yeux, jusque-là perdus dans le vide, glissent sur le sol, puis s'arrêtent sur lui. Le chien ne fait rien. Il détourne légèrement la tête, comme pour lui laisser le choix. C'est alors que la petite main bouge, lentement, avec hésitation. Elle avance, puis se fige à nouveau, comme si elle craignait de faire une erreur. Ses doigts effleurent le pelage. Un contact bref, presque accidentel, mais il suffit. L'enfant ne se retire pas. Elle recommence, un peu plus longtemps cette fois. Le silence n'est plus tout à fait le même. Il n'est plus vide, ni hostile. Aucun mot n'est prononcé. Pourtant, quelque chose s'est déplacé. Une porte minuscule vient de s'entr'ouvrir. Et pour la première fois depuis l'incendie, l'espoir n'est plus une idée abstraite. Il respire, doucement, au rythme d'un cœur à 4 pattes. Les jours suivants, le temps semble ralentir autour d'eux. Rien n'est forcé, rien n'est demandé. Le chien est là, toujours au même endroit, fidèle à ce silence qu'il respecte mieux que quiconque. L'enfant s'approche désormais sans hésiter. Elle s'assoit près de lui, parfois contre lui, comme si son corps avait enfin trouvé un point d'ancrage. On apporte des feuilles, des crayons de couleur. Personne ne lui demande de dessiner. On les pose simplement à portée de main. Après un long moment d'immobilité, ses doigts se referment sur un crayon sombre. Les premières lignes sont désordonnées, appuyées, presque violentes. Des traits qui se croisent, se superposent. Puis apparaissent des formes, une maison, des flammes. Toujours les mêmes couleurs, encore et encore. Quand l'émotion devient trop forte, son corps réagit avant ses mots. Elle se raidit. Ses mains tremblent. Elle enfouit son visage dans le pelage du chien, comme pour se protéger de ce qui remonte. Lui ne bouge pas. Il accepte tout. La peur, la confusion, la tristesse. Un matin, alors que la pièce est plongée dans un calme absolu, elle se penche vers lui. Son front touche presque son oreille. Ses lèvres bougent. Le son est si faible qu'il pourrait passer pour un souffle. Pourtant, il est là. Une phrase courte, brisée, presque inaudible. Les adultes se figent. Le cœur s'emballe. Quelqu'un demande doucement ce qu'elle a dit. La réponse tombe, simple et terrible.
Elle a murmuré qu'elle a peur. Peur d'un homme. Peur de celui qui dit vouloir la protéger. À l'autre bout de la pièce, le tuteur pâlit. Son visage se fige avant qu'il ne se reprenne. Sa respiration s'accélère. Il parle trop vite, proteste, s'indigne. Une réaction excessive, incontrôlée, trop forte pour une simple incompréhension. À cet instant précis, l'équilibre bascule. Ce n'est plus seulement une hypothèse. Ce n'est plus un malaise diffus. Une ligne invisible vient d'être franchie, et le silence de l'enfant commence, enfin, à accuser quelqu'un. Peu à peu, ce qui n'était qu'un chaos d'images se met en ordre. Pas d'un seul coup. Jamais, frontalement. La mémoire avance par fragments, comme si elle testait le terrain, avant d'oser aller plus loin. L'enfant ne regarde plus le sol quand elle dessine. Elle s'applique. Elle recommence plusieurs fois le même geste, la même forme, jusqu'à ce que cela lui ressemble. Toujours avec le chien près d'elle. Toujours une main posée sur son dos, comme une ancre silencieuse. Lorsqu'elle s'arrête, lorsqu'elle hésite, il est là. Il ne pose pas de questions. Il n'attend pas de réponse. Il offre seulement une présence assez solide pour que les souvenirs osent remonter. Les dessins changent. Les flammes ne sont plus seules. Une silhouette apparaît, plus grande, plus sombre. Un détail revient sans cesse, presque obsessionnellement. Un objet rouge, rectangulaire. Elle le colore soigneusement, puis s'arrête, le regard fixe, le corps tendu. Sa respiration devient courte. Elle se penche alors vers le chien. Ses mots restent des chuchotements, mais ils sont plus précis. Elle parle d'un bruit, d'un pas dans l'escalier, d'une porte qui s'ouvre doucement quand tout le monde dormait. Elle mime un geste, encore et encore, comme si son corps se souvenait mieux que sa voix. Verser, attendre, reculer. La pièce est suspendue à ses mouvements. Personne n'ose l'interrompre. Chaque détail s'ajoute au précédent, formant une image de plus en plus nette. Trop nette pour être une invention d'enfant. Trop cohérente pour être un cauchemar. Avant même que les adultes n'osent le formuler, quelque chose devient évident. Les flammes n'ont pas surgi par hasard. Elles ont été appelées, guidées, provoquées. L'enfant s'arrête soudain. Elle serre le chien contre elle et murmure qu'elle s'est cachée, qu'elle a vu sans être vue, qu'elle a attendu que le bruit cesse avant de respirer à nouveau. À cet instant, la tension devient presque insoutenable, car la vérité n'est plus une possibilité abstraite. Elle est là, en train de prendre forme, portée par une voix trop petite pour mentir, mais assez courageuse pour se souvenir. Quand les premières fissures apparaissent, il comprend que le temps joue contre lui. Son attitude change subtilement, presque imperceptiblement. Il se montre plus présent, plus insistant. Il parle de protection, de stabilité, de nécessité de mettre fin à ce qu'il appelle une exposition inutile. Ces mots sont choisis, juridiques, enveloppés de bonnes intentions. Des courriers arrivent, des demandes officielles. Il invoque son rôle de tuteur, son droit de décider ce qui est bon pour l'enfant. Il parle de stress, de fatigue, de danger émotionnel. Il exige que les séances cessent, que l'enfant soit éloigné, qu'on la laisse enfin tranquille. En surface, tout semble raisonnable, trop raisonnable. Mais en privé, quelque chose d'autre se joue. Sa voix se fait plus basse. Ses phrases deviennent confuses. Il répète certaines consignes encore et encore, comme s'il cherchait à les ancrer dans l'esprit fragile de l'enfant. Il lui dit qu'elle se trompe, que les souvenirs font parfois mal pour rien, qu'il vaut mieux oublier. Puis viennent les signes inquiétants. Une somnolence inhabituelle, des absences, une enfant qui, certains jours, semble s'éloigner à nouveau, comme si le silence tentait de reprendre sa place. Les médecins s'interrogent, des analyses sont demandées. Les résultats troublent tout le monde. On découvre des traces de substances qui n'ont rien d'innocent. Des produits capables d'atténuer l'angoisse,
mais aussi d'émousser la mémoire. Rien de suffisamment visible pour alerter immédiatement, mais assez pour susciter une inquiétude profonde. La question devient brutale, impossible à éviter. Quelqu'un a-t-il tenté de faire taire ce que l'enfant commençait à se rappeler? Dès lors, la situation bascule dans l'urgence. Chaque décision compte. Chaque heure peut faire la différence. Le système judiciaire se retrouve face à un choix délicat, presque cruel. Suivre strictement la procédure ou prendre des mesures exceptionnelles pour protéger une enfant dont la parole commence à déranger. Le danger n'est plus abstrait. Il est proche, pressant. Et pour la première fois, la menace ne vient plus du passé, mais de ce qui pourrait encore être effacé, si personne n'agit à temps. Le jour de la confrontation, l'air semble plus lourd que d'habitude. Rien n'est dit à l'enfant à l'avance. On la laisse entrer dans la pièce avec le chien, comme toujours. Elle s'assoit, calme en apparence, la main posée sur son dos. Sa respiration est lente, contrôlée. Puis la porte s'ouvre. Avant même qu'un mot ne soit prononcé, son corps réagit. Une crispation brutale. Ses épaules se figent. Ses doigts s'agrippent au pelage avec une force inhabituelle. Son souffle se coupe, comme si l'air venait de disparaître autour d'elle. Ses yeux se fixent dans une direction précise, sans cligner. Le chien se lève immédiatement. Il se place devant elle, large, immobile, protecteur. Il n'aboie pas, il ne grogne pas, mais tout son corps dit la même chose. Danger. L'enfant tremble, de la tête aux pieds. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. Elle tente de reculer, comme si ses jambes cherchaient à fuir avant même qu'elle ne le décide. Sa peur n'est plus abstraite, elle est visible, physique, impossible à ignorer. Et puis, contre toute attente, sa voix sort, d'abord brisée, puis plus ferme. Elle ne parle pas aux adultes, elle parle aux chiens, comme toujours. Mais cette fois, chaque mot est clair. Elle dit que c'est lui, celui qui est là, celui qu'elle voit, celui qui lui fait peur depuis la nuit où la maison a brûlé. Elle décrit sans détour les gestes, l'objet, la porte, les flammes. Elle parle de la façon dont il est parti sans se retourner. Dans la pièce, personne ne bouge. Le silence est total. L'homme tente de nier, mais sa voix se brise. Son visage se décompose. La colère laisse place à la panique. Ses mains tremblent, ses phrases s'en mêlent. Il n'est plus maître de rien. À cet instant précis, il n'y a plus de doute, plus d'ambiguïté. La vérité vient de basculer du côté de l'enfant. Et plus rien, désormais, ne pourra la faire taire. Les jours qui suivent ne sont plus faits de doute, mais d'alignement. Les éléments jusque-là dispersés trouvent enfin leur place. Les faits, les gestes décrits, les objets mentionnés par l'enfant correspondent à ce que les experts redécouvrent. Ce qui avait été ignoré refait surface. Ce qui avait été minimisé devient évident. La parole de l'enfant n'est plus traitée comme une fragilité, mais comme une pièce centrale. Elle est écoutée, respectée, protégée. Pour la première fois depuis l'incendie, le système reconnaît officiellement que la vérité peut venir d'une voix très jeune, à condition qu'on lui laisse un espace sûr pour exister. La décision tombe sans éclat, sans triomphe. Il n'y a pas de victoire à célébrer, seulement une justice rendue, tardive, mais nécessaire. Le coupable est tenu responsable, non seulement de l'acte, mais aussi d'avoir tenté d'effacer la mémoire d'un enfant pour se protéger lui-même. Les mots sont sobres, les conséquences lourdes et définitives. Dans tout cela, l'enfant reste au centre, non plus comme un symbole, mais comme une personne. On lui offre enfin ce qui lui manquait depuis le début, du temps, de la sécurité, une présence constante. Elle ne vit plus entourée de murs froids et de regards inquiets. Elle vit dans un espace où elle peut respirer sans peur. Le chien est toujours là, plus discret désormais, moins nécessaire peut-être. Elle parle davantage, pas de tout,
pas encore. Mais assez pour avancer, assez pour rêver. Ces dessins changent. Les flammes disparaissent. Les couleurs reviennent. Cette affaire laisse une trace. Elle rappelle que la justice ne progresse pas seulement grâce aux lois, mais aussi grâce à l'écoute, à l'humanité, et parfois au courage silencieux d'un enfant qui ose se souvenir. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines, et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.